Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h de ce 22 février. À la une de l'actualité, la plus importante usine de dessalement d'eau de mer du pays entrée en service à Oran jeudi, après avoir été inaugurée par le président de la République. Avec ses 300 000 mètres cubes jour et ses grands réservoirs, la structure stratégique peut être raccordée à des fins de distribution à 6 wilayas du pays. La diplomatie algérienne brille à la réunion ministérielle du G20 grâce à une participation active. Retour sur cette rencontre prestigieuse où l'Algérie était invitée. Georges Ibrahim Abdallah ne sera pas libéré suite à un nouveau report de la justice française. Le militant libanais pro-palestinien est emprisonné depuis plus de 40 ans. Les détails dans son journal. Nous irons ce matin à la découverte du Tassili Nadjer. À la fin de cette édition, l'une des destinations des plus prisées du sud du pays en compagnie de 2 guides touristiques. Ça tombe bien, ils célébraient hier leur journée mondiale. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On entame notre journal à Oran où la plus importante usine de dessalement d'eau de mer est entrée en service après son inauguration jeudi par le président de la République Al-Majid Tebboune. Avec une capacité de 300 000 mètres cubes jour et de grands réservoirs, cette structure stratégique peut être raccordée à des fins de distribution d'eau potable à 6 wilayas de l'ouest du pays. Les détails avec Mourtar Medkour et Badia Amardi. Au niveau de l'usine de dessalement de l'eau de mer d'Oran, tous les employés travaillent d'arrache-pied. Objectif, atteindre les capacités maximales de production afin de garantir une distribution optimale en eau potable. Mission réussie, notamment après l'achèvement du raccordement aux réservoirs installés dans les régions de Ain Tassa et de Bousfer. Ce projet est doté de 48 km de canalisation avec des diamètres allant de 800 mm à 1600 mm. 2 réservoirs d'une capacité de 50 000 m3 dans la commune de Ain Tassa et de 30 000 m3 au niveau de la commune de Bousfer sont installés. 2 autres d'une capacité de 2000 m3 sont également mis en place. Ce projet d'envergure réalisé par des compétences nationales est le fruit des efforts de l'État qui accorde une importance capitale à la sécurité hydrique du pays. C'est notre première expérience dans le domaine du dessalement d'eau de mer avec des jeunes compétences. Tous les ingénieurs sont jeunes et représentent différentes spécialités. Pour nous, c'est un défi de réaliser ce genre de projet. Cette infrastructure permettra d'alimenter la région ouest du pays, entre autres les wilayas d'Oran, Sidi Bel Abbas, Lemsan, Ain Timouschent et les régions limitrophes. C'est un projet qui est réalisé par des compétences algériennes. Une fois mis en service, bientôt, il mettra fin aux problèmes d'eau. Nous avons réalisé une station de pompage d'une capacité de 300 000 m3 jour. Cette station est composée de 2 lignes qui vont assurer chacune le pompage de 150 000 m3 jour. Au-delà de l'objectif de garantir la sécurité hydrique en assurant l'eau potable aux populations, ce projet revêt une importance capitale pour l'économie nationale en ayant recours aux technologies de pointe, amies de l'environnement. La diplomatie algérienne a brillé à la réunion ministérielle du G20. L'Algérie a appelé à soutenir l'ONU pour faire appliquer le droit international et a présenté différentes stratégies et propositions aux défis mondiaux actuels. Une participation active à cette réunion prestigieuse où l'Algérie était invitée. Ahmed Khaireddine, Sabrina Kshroud. L'Algérie et sa diplomatie sous le feu des projecteurs à Johannesburg. La réunion ministérielle du groupe des 20 aura été une nouvelle occasion de déployer la compétence algérienne, une opportunité importante, favorable au partage d'idées et de visions sur diverses questions du moment, a fortiori celles liées aux affaires africaines. L'Algérie estime qu'il est temps de traiter sérieusement les défis et les obstacles majeurs entravant la stabilité et le développement ainsi que l'intégration du continent africain. L'Afrique compte sur un soutien fort du G20 pour surmonter les crises financières, climatiques, alimentaires et sécuritaires auxquelles elle fait face. Ce G20 a été l'occasion d'entretiens bilatéraux entre le ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines et son homologue espagnol, José Manuel Álvarez Bueno. Ce dernier a renouvelé ses remerciements à l'Algérie pour son rôle dans la libération en janvier de l'otage espagnol Joaquín Navarro Cañada.
Il a en outre salué l'action d'Alger en faveur de la stabilité et de la promotion du développement dans le Sahel. Avec Sergueï Lavrov, Ahmed Attaf est revenu sur les résultats de la commission mixte algéro-russe de janvier qui ont donné lieu à des instructions au plus haut niveau de part et d'autre. À la clé, un accord visant à poursuivre le renforcement de ce partenariat stratégique et l'échange régulier des points de vue sur la question palestinienne et la situation dans le Sahel, confirmant l'engagement des deux parties envers les principes et objectifs de la Charte des Nations Unies. Ahmed Attaf s'est également entretenu avec les ministres des Affaires étrangères de Chine, de Turquie, d'Inde, de Norvège, de Corée, ainsi que du Japon. Autant d'échanges fructueux et une preuve, s'il en est, du leadership de la diplomatie algérienne au service du continent africain, dont elle défend les droits et les intérêts au sein des instances internationales, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Marzane encaisse coup sur coup, un véritable échec diplomatique qui l'isole sur la scène africaine et internationale. Pourtant, ces tentatives et les manœuvres pour réaliser ces velléités expansionnistes sont multiples. Ismaël Sultan, Yasmine Massoudi. À force de vouloir adapter la géographie à ses ambitions, le Marzane se heurte inévitablement aux faits. Entre revendications territoriales infondées, marchandage diplomatique infructueux et campagne de désinformation, sa stratégie prouve aujourd'hui ses limites et se retrouve de plus en plus isolée sur la scène africaine et internationale. À l'Est, Rabat tente encore de ressusciter les illusions d'une guerre des sables dont l'issue n'a laissé que humiliation et regret. Au Sud, il persiste à défier les résolutions onusiennes et l'Union africaine en maintenant une occupation du Sahara occidental qui ne trouve aucun écho favorable en dehors de ses alliés traditionnels. Au nord, il revendique sa souveraineté sur Ceuta et Melilla sans engager de véritables actions diplomatiques, se limitant à des déclarations sans effet concret. Mais c'est au sommet de l'Union africaine que la réalité s'impose le plus. Lorsque la carte officielle du continent africain a été projetée, fidèle aux frontières reconnues par le droit international, le désarroi du Marzane était visible. La manœuvre visant à imposer une lecture biaisée de la géopolitique régionale a échoué sous les projecteurs, laissant place à une confusion palpable. En coulisses, les tentatives de rattrapage diplomatique se sont multipliées, mais ni la persuasion ni les arrangements habituels n'ont suffi à masquer l'évidence. L'approche marocaine s'essouffle face à la fermeté des principes de l'Union africaine. Conscient de cette impasse, le Marzane a rapidement actionné ses relais médiatiques, notamment en France, pour détourner l'attention, en lançant des campagnes de désinformation contre l'Algérie. Pourtant, les faits sont là, le Maroc qui tente de donner des leçons est le premier à avoir envoyé des éléments de ses milices combattre aux côtés de l'occupation sioniste contre les Palestiniens. Il a aussi ouvert ses portes aux navires sionistes transportant des armes au moment même où plusieurs pays européens refusaient de les accueillir. Pendant que Rabat s'épuise dans ses manœuvres stériles et des calculs à court terme, l'Algérie avance avec constance et crédibilité. Son influence sur la scène internationale repose sur une diplomatie de principe basée sur le respect du droit et des engagements internationaux. Face aux stratégies de contournement, c'est bien la solidité des positions algériennes qui s'impose, avec des alliances stratégiques et une présence active aux grandes rencontres mondiales. Ce démenti de l'Agence française de développement au sujet d'une soi-disant aide accordée à l'Algérie. Il s'agit en réalité de crédits accordés aux entreprises françaises pour rester dans le territoire national, au contraire de ce qu'avancent des figures de l'extrême droite française. Raouf Hamouche. La partie xénophobe de la France appelle ces derniers temps à des mesures punitives contre Alger, notamment le retrait d'une prétendue aide française au développement à l'Algérie. Cette soi-disant aide n'existe que dans l'imaginaire de cette France raciste, car il s'agit en réalité de crédits accordés aux entreprises françaises pour garder leur part du marché en Algérie. Récemment, des déclarations de l'eurodéputée Sarah Knafo ont suscité la controverse. Elle affirme que la France versait annuellement 800 millions d'euros d'aide au développement à l'Algérie. Des propos qui ont été rapidement démentis par l'Agence française de développement, qui a précisé qu'aucun prêt n'avait été octroyé à l'Algérie depuis 2005. En effet, aucun prêt n'a été octroyé à l'Algérie, qui rembourse chaque année les emprunts que ce pays avait préalablement
contracté auprès de l'AFD. Le seul projet financé depuis 3 ans par l'AFD sur subvention de l'État français à hauteur de 0,7 million d'euros vise à soutenir un partenariat de formation avec l'université de Brest. Alors nous, on fait rien en Algérie. On a fait, je crois, 700 000 euros. Oui. Il y a un chiffre, j'ai vu d'un chiffre de 136 millions d'euros. Oui. Il faut que vous compreniez bien, ces 136 millions d'euros d'aide à l'Algérie, oui, à 92%, c'est des bourses pour les étudiants algériens en France. Des gens qui étudient dans nos universités. Donc c'est pas du tout des investissements en Algérie. Les étudiants algériens à venir étudier en France. Il se trouve qu'on a le droit de compter dans l'aide au développement l'appui qu'on donne à des gens qui viennent étudier en France, puis qui souvent, vous le savez, restent en France et travaillent en France. Donc c'est ça qu'on appelle l'aide à l'Algérie. Et en tout cas, ça passe pas par l'AFD, ça je peux vous en assurer. Faut-il rappeler à ces polémistes, à la solde de l'extrême droite française, que dans le cadre de la Convention algéro-française de sécurité sociale relative aux soins dispensés en France aux ressortissants algériens, que l'Algérie a payé de 2010 à 2019, près de 94 millions d'euros qui ont été transférés aux hôpitaux français et plus de 23 millions d'euros de 2020 à 2024. Profitant du silence de l'Élysée, l'extrême droite n'est pas à sa première dérive et s'enlise dans une propagande honteuse sans prendre le soin de vérifier la véracité, sachant qu'elle peut compter sur la justice de son pays qui a tendance à faire du 2 poids 2 mesures un de ses principes fondamentaux. Passons sous silence les crises internes qui secouent le pays et traduisent les échecs successifs d'un gouvernement en perte de vitesse. Et cette injustice, celle dont est victime Georges Ibrahim Abdallah, militant libanais pro-palestinien, emprisonné en France depuis plus de 40 ans. Son espoir de libération a été encore une fois repoussé par une décision de justice, une décision où le droit est rattrapé par d'autres considérations. Malim Damis. Après plus de 40 ans passés en prison, Georges Ibrahim Abdallah devra encore patienter. La Cour d'appel de Paris a décidé de reporter sa décision concernant la demande de libération du militant libanais au 19 juin, relançant une fois de plus un dossier aux fortes implications politiques et diplomatiques. Son avocat, maître Jean-Louis Chalancé, a dénoncé devant la presse, qualifiant le report de cette décision d'une mesquinerie juridique. Le 15 novembre, le tribunal d'application des peines antiterroristes lui avait pourtant donné une lueur d'espoir en ordonnant sa remise en liberté avec expulsion immédiate au Liban, prêt à l'accueillir. On saura si Georges Ibrahim Abdallah obtient la libération après plus de 40 ans de sa vie en prison. Ce nouvel ajournement, perçu comme un énième obstacle à sa sortie, alimente la mobilisation de ses soutiens en France. Depuis des années, ses partisans dénoncent un acharnement judiciaire et un dossier politique qui dépasse le cadre strictement juridique. Ce qu'on attend, c'est la libération de Georges Abdallah, qui serait la fin d'un acharnement de plusieurs décennies face à un militant anti-impérialiste qui est détenu depuis plus de 40 ans. C'est le plus vieux prisonnier politique d'Europe et il est détenu clairement pour des raisons politiques avec l'aide de l'État français, des États-Unis et d'Israël. Donc ce qu'on attend, c'est qu'il soit libéré parce que le combat qu'il mène est un combat légitime, qui est le combat de tout le peuple palestinien qui est massacré en ce moment même. Arrêté en 1984 et condamné en 1987 à la réclusion criminelle à perpétuité, Georges Ibrahim Abdallah est aujourd'hui l'un des plus anciens détenus d'Europe. Il est pourtant libérable depuis 25 ans. Mais toutes ces demandes de sortie ont jusqu'ici été rejetées. La question reste donc en suspens. Georges Ibrahim Abdallah retrouvera-t-il un jour la liberté ou restera-t-il otage d'une décision avant tout politique ? Et à Gaza, nouvel échange de prisonniers entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste. Il s'agit du 7e depuis le début de la trêve dans l'enclave. Cette dernière est dans l'expectative, puisque rien n'a filtré du sommet informel tenu hier à Riyad, pour discuter d'un plan alternatif au projet de Donald Trump. Le président américain propose de déplacer la population du territoire palestinien. Retour dans le pays pour aller à Sétif où un Skills Center vient d'ouvrir ses portes. L'espace est destiné à former gratuitement des jeunes dans les domaines des technologies de pointe, intelligence artificielle, cloud computing, l'Internet des objets et autres spécialités et métiers d'avenir. Ce centre est le premier d'une série prévue à travers le pays. Reportage de Smaïl Belkhaïdia.
نرحب بكم في هذا الصرح العلمي والتكنولوجي مركز المهارات. أنا القاعدة لبرنامج كبير يقوم على المساعدة في الأعمال الروتينية والقيام بها بدل الإنسان. Unique en Algérie, Skill Center de Sétif est un espace dédié à l'innovation et à la création de start-up, offrant toutes les commodités, notamment au débit Internet, pour accompagner les porteurs de projets. Ce projet sera perfectionné et aura des tâches spécifiques selon les secteurs d'activité. Après, on passera à une nouvelle étape durant laquelle on lui confiera des tâches bien définies à faire selon la base de données qu'on lui fournira. Il s'agit d'une plateforme qui fonctionne à l'aide de l'intelligence artificielle pour collecter et analyser les données à travers les réseaux sociaux. Cette plateforme pourra également organiser le travail au sein des entreprises. On était choisi 7 d'entre spécialités ingénieur en informatique 3e année. C'est une très bonne opportunité. Les étudiants ils se forment ou يعرفوا plus إذا كان عندهم des projets ou des idées يقدروا يطوروهم في الفيتور. Nous sommes appelés à nous mettre au diapason du grand progrès que connaît ce secteur. Inauguré par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Skill Center forme également les jeunes innovateurs dans différents domaines. Le secteur investira 1,5 milliard de dinars pour soutenir les startups dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité et de la robotique, ce qui contribuera à la promotion de l'innovation technologique et à la création de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes. L'encadrement de jeunes compétences est un gage de réussite dans l'accompagnement des premiers pas des startups. À propos de start-up, de nombreux établissements éducatifs se sont dotés de leurs propres incubateurs. Le cas du Centre de recherche scientifique et technique en analyse physico-chimique. Le CRAPSE a également de nouvelles spécialités dispatchées sur ses différentes filiales. Et nous nous intéressons ce matin au plateau technique de Ouergla qui ambitionne de devenir un acteur important de l'économie nationale. Farhat Mouzaoui. Aujourd'hui, le centre de recherche CRAPSE a ouvert ses portes à la communauté de recherche académique et aux partenaires économiques sur le terrain technique d'analyse physique et chimique au niveau de l'université de Qasdi Merbah Ouergla. Ce centre est équipé et bien doté avec un appareillage très sophistiqué qui va bien sûr apporter un plus pour les analyses physico-chimiques et apporter soit des conseils, soit des analyses pour les sociétés et les entreprises qui se trouvent au niveau de la wilaya de Ouergla. Une année après l'inauguration par le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, ce centre devient l'un des pôles les plus importants dans la recherche en Algérie. Pour satisfaire les secteurs socio-économiques en termes d'analyse physico-chimique, donc justement pour éviter d'envoyer ces analyses à l'étranger. Donc nous, actuellement, on dispose des équipements très sophistiqués, on dispose des compétences aussi au sein du plateau technique. On dispose aussi d'une RMN 600 donc, qui est équipée de 4 sondes, toujours de sondes c'est-à-dire qu'on peut utiliser donc, soit le secteur académique aussi, ou le secteur socio-économique. C'est un équipement qui est actuellement le seul équipement installé en Algérie. Donc RMN 600 équipé de 4 sondes. Donc actuellement il est à Ouergla. Aussi on dispose des petits équipements pour les analyses dans les domaines agriculture, domaine l'eau, l'environnement, pharmaceutique, agroalimentaire. Pour faire connaître et vulgariser les diverses activités de ce nouveau centre de recherche, plusieurs chercheurs expliquent le fonctionnement des machines et tous les tests qu'on peut effectuer au niveau de ce centre. Vous êtes au laboratoire de microscope électronique à balayage de plateau technique de Ouergla. Le microscope électronique à balayage sert principalement à faire des images topographiques sur des matériaux solides, conducteurs, semi-conducteurs et non conducteurs. On peut faire des grandissements jusqu'à 100 000 fois. Cet appareil est doté par la technologie EDX. C'est une technique très puissante, efficace et rapide pour faire la micro-analyse, c'est-à-dire l'analyse qualitative et quantitative de l'échantillon. Ce nouveau siège dispose d'équipements très sophistiqués, avec pas moins de 20 ingénieurs, chercheurs de haut niveau
Ils peuvent assurer un bon nombre d'analyses et d'expérimentations très pointues. Le CRAPC offre aussi les activités biologiques in vitro, par exemple les activités anti-inflammatoires in vitro, les activités antioxydantes, antibactériennes, etc. et les activités in vivo, Inch'Allah, prochainement. Situé à proximité des zones industrielles pétrolières sans attractifilière, ce joyau technologique peut rapidement devenir un moyen incontournable dans le domaine des nouvelles technologies et de jouer un rôle économique très important. L'industrie avec la fabrication d'éléments essentiels pour préserver les moteurs et optimiser leur performance, les filtres à air et à gaz. Dans la wilaya d'Oum El Bouakhi, une usine s'est imposée dans ce domaine, alliant expertise et exigence de qualité avec pour ambition alimenter le marché national en ces pièces très demandées. Reportage de Rina Lorari. Indispensable pour la préservation des moteurs, les systèmes de filtration jouent un rôle clé dans la performance et la durabilité des véhicules et engins. Implantée à Ain Mlila à Oum El Bouakhi, cette entreprise s'est spécialisée dans leur fabrication, produisant chaque jour des centaines de filtres destinés au secteur de l'automobile et du transport. Nos produits sont fabriqués sur la gamme européenne et la gamme asiatique. C'est-à-dire généralement les types de voitures qu'on trouve sur le marché algérien, dont la certification ISO 9001 et la norme IATF qui est spécialisée dans le secteur de la pièce de rechange. Les capacités de production théoriques sont de 2 millions de filtres par an. Tout véhicule confondu. Nous avons l'ambition, bien sûr, et la capacité d'exporter vers l'étranger, ce qui fera un plus pour l'économie algérienne. Mais comment fabrique-t-on un filtre? Des fibres synthétiques aux métaux, chaque composant a une fonction bien précise. Dans les ateliers, les différentes lignes de production s'activent dès les premières heures de la journée. Découpe des matériaux, assemblage des composants et tests de performance. Chaque filtre suit un processus rigoureux avant d'être validé, emballé et prêt à être livré. Chaque filtre possède ses propres spécificités et nous veillons à les respecter. Par exemple, pour fabriquer un filtre destiné à une voiture légère, nous utilisons du métal qui est plié en plusieurs couches avant d'y appliquer de la colle, de la gomme, puis une éponge. Pour les filtres des véhicules lourds, le processus est similaire mais avec des dimensions différentes. Avec le renforcement des normes environnementales et la nécessité de réduire les émissions polluantes, les entreprises investissent de plus en plus dans ces technologies pour améliorer l'efficacité des moteurs et limiter leur impact écologique. Concernant l'écofiltre, qui est un projet envisagé par notre entreprise, ce modèle d'écofiltre qui existe sur le marché étranger va être fabriqué, Inch'Allah, sur notre site de production. Les machines vont être ramenées, bien sûr, mises en place ici en Algérie. Comptant en son sein plus de 70 postes d'emploi directs et indirects, cette entreprise contribue activement à l'économie locale en soutenant la création d'emplois. Je travaille dans cette usine depuis 3 ans. Je suis chargé de gérer les employés et superviser les machines, telles que celles qui plient le papier et appliquent la gomme au filtre. J'ai rejoint cette usine il y a tout juste 1 an et je travaille sur la machine qui plie les filtres. C'est un travail qui demande de la précision. Je suis chargé de la maintenance qui se divise en 2 types. Préventive et corrective. La maintenance corrective consiste notamment au graissage et à l'entretien régulier des machines pour éviter les pannes. La maintenance corrective, en revanche, intervient lorsqu'une panne est détectée. Avec une production en constante évolution, répondant aux exigences du marché, cette usine s'impose non seulement comme un acteur incontournable du secteur industriel, mais aussi au dynamisme de l'économie nationale en étoffant le réseau de sous-traitants pour approvisionner les constructeurs automobiles. Nous célébrions hier la journée internationale des guides touristiques, un métier de passionné, d'amoureux d'histoire et autres disciplines. Il intéresse de plus en plus son Algérie et connaît un essor compte tenu de l'engouement que le pays suscite auprès des touristes. Le Tassili Nadjer est l'une des destinations prisées du sud du pays. On vous le fait découvrir justement avec un guide rencontré par Farhat Mouzaoui. De bon matin, l'hôtel Teniri nous a organisé une virée au fin fond du Tassili Nadjer,
On serait accompagné d'un guide et d'un archéologue, M. Samadi, qui vont nous faire découvrir ce lieu riche en histoire. Un petit imprévu, une petite panne dans la voiture, pas de réseau, mais il y a eu plus de peur que de mal. En moins, on a profité pour prendre des photos. Ici, nous nous trouvons en plein cœur du parc culturel du Tassili. La particularité de cet espace géographique, c'est qu'il renferme un épisode très important de l'histoire de l'humanité et il renferme les traces de toutes les civilisations préhistoriques. Il faut noter aussi que les hommes ont peuplé cet espace géographique d'une manière presque ininterrompue depuis la nuit des temps. Donc ça nous aide aussi à décrypter tous ces symboles et tous ces détails pour pouvoir refaire la lecture de la région, refaire la lecture des peuplements qui ont vécu et qui ont laissé les traces de toutes ces civilisations préhistoriques à nos jours. Arrivé au Tassili Nadjer, c'est l'impression de marcher entre des livres d'histoire. Les visites s'enchaînent, gravures rupestres, sites archéologiques qui ont plus de 20 000 ans. C'est juste impressionnant. L'art rupestre du Tassili a connu plusieurs étapes. On suppose qu'elles sont au nombre de 4, mais l'essentiel c'est qu'il y a un fil conducteur qui nous permet de faire la lecture de l'évolution de cet art. Il a commencé d'une manière assez primitive pour aboutir à un art naturaliste où les hommes ont réussi à représenter leur monde tel qu'ils le voyaient. Donc l'art rupestre du Tassili représente essentiellement des archives d'une tranche de vie de l'humanité à travers laquelle on peut faire la lecture de toutes ces civilisations de la préhistoire, du néolithique essentiellement, et le néolithique qui est considéré comme étant le fondement de notre civilisation moderne. C'est l'heure de préparer nos tentes avant la tombée de la nuit, pour un lendemain où il y aura plus de découvertes. Sur ces belles images, on clôt notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente journée sur Canal Algérie.